point suivant. Donc on va aborder le chapitre développement du territoire avec un point tourisme qui va être apporté par Jean-Luc Garnier. Donc c'est un point que nous avions évoqué en visio et que nous avions vu la journée parce qu'il y avait besoin de préciser certains détails. Donc nous revenons sur la modification des statuts de la composition du comité de direction de l'EPIC Office de tourisme pour Saint-Michel Normandie. Merci David, effectivement. Alors, avant d'aborder la délibération, je voulais faire un préambule en fait pour faire un point d'information sur la stratégie touristique que nous avons travaillé. Parce que c'est un objectif qu'on s'était, je vais faire ça de manière très très synthétique, hein, mais c'était un objectif qu'on s'était fixé il y a presque un an maintenant, en fait, c'est d'élaborer une stratégie touristique pour la durée du mandat. Donc la synthèse que je vous présente aujourd'hui, en fait, vous allez avoir un document beaucoup plus détaillé, beaucoup plus complet qui va vous être adressé la semaine prochaine. Donc vous aurez le temps d'en prendre connaissance. Et simplement dire que cette stratégie, en fait, on l'a élaborée, c'est vraiment un travail collectif que nous avons initié à partir d'octobre 2020. Donc ça a démarré avec un séminaire qui a réuni près de 80 personnes, élus techniciens et socioprofessionnels. Et puis, le reconfinement oblige, derrière, on a changé de méthode de travail, on est passé avec des questionnaires en ligne, des réunions en visio, hein, comme on a tous connu. Et au total, c'est 250 personnes en fait, qui ont contribué à ce travail. Donc c'est quand même très, très conséquent. Avec une volonté, c'est de dégager vraiment les priorités et une stratégie, je dirais, avec un plan d'action qui soit raisonné et raisonnable. C'est-à-dire un plan d'action raisonné, c'est-à-dire vraiment dégager les priorités sur lesquels il fallait travailler tout de suite, et puis d'autre part raisonnable, c'est-à-dire c'est pas de mettre un plan d'action de 36 000 actions, mais un plan d'action dont on sait qu'on est capable de l'engager et de le mener à bien ou au maximum pendant la durée du mandat. Donc de tout ce travail collectif, il en est ressorti les choses suivantes. C'est une analyse d'abord au niveau des forces, que nous avons un site emblématique de notoriété mondiale sur le territoire, une offre d'activités déjà très riche, des sites naturels d'exception, 3 millions d'excursionnistes par an et 1 million de nuitées marchandes par an sur notre territoire. Une saisonnalité peu marquée, des week-ends fréquentés toute l'année, plus toutes les périodes de vacances scolaires. Et aussi, ce qui est ressorti, c'est un sens de l'accueil inné, l'humain avec une forte valeur ajoutée. Ça, c'est ce que les touristes nous disent, en fait, quand ils viennent sur notre territoire, c'est la qualité de l'accueil. Et un rapport qualité-prix de bon niveau. Par contre, bien sûr, on identifie des faiblesses, c'est un territoire enclavé, peu d'alternatives à la voiture, une offre d'hébergement de qualité mais peu classée, donc un manque de reconnaissance, et une communication insuffisante en particulier sur les attraits touristiques en espace rural. Et peu de structures adaptées à l'accueil des personnes en situation de handicap. Et les opportunités de notre territoire, c'est un essor du tourisme vert, un important potentiel de développement milieu-rural, de nombreuses communes volontaires pour développer leur attractivité touristique. Là, je peux vraiment en témoigner parce que depuis quelques mois, quelques semaines, j'ai rencontré pas mal de collègues élus dans différentes communes. Il y a beaucoup de nos collègues qui ont fait vraiment de ce sujet un vrai sujet. Ça, c'est vraiment intéressant. Et des parcelles aménagées à reconvertir pour l'accueil des camping-cars. Ça, c'est un sujet qui revient souvent dans nos échanges. Et un développement exponentiel de la pratique du deux roues, alors le vélo, le vélo assistance électrique, le VTT, les trottinettes maintenant. Par contre, des menaces, quelques secteurs qui sont surfréquentés au péril de leur attractivité. On a eu l'occasion d'échanger avec des collègues aussi sur des problématiques liées par exemple à le camping-car sur le littoral ou d'autres sujets comme ça. Et ce qui pose, on a un territoire attractif, mais il faut gérer aussi cette attractivité avec ce que ça peut poser comme difficulté. Des difficultés structurelles à recruter, loger et fidéliser les salariés qualifiés. Ça, c'est vraiment important parce qu'on peut développer le tourisme, mais si les socioprofessionnels n'ont pas le personnel et la compétence pour répondre à l'accueil, on est vite confronté à un souci. Donc, une forte érosion du marché des groupes aussi, obligeant à repenser le modèle économique. Ça, c'est les effets aussi de la crise sanitaire, hein, mais on voit des modifications quand même qui impliquent déjà de nombreux socioprofessionnels ont commencé à retravailler leur modèle économique. Et puis le plane bashing, peut-il travailler la venue de clientèle lointaine? Alors le plane bashing, en fait, c'est tout simplement le fait que les gens ont moins ou moins envie de prendre l'avion, en fait. Et donc, ils modifient leur mode de tourisme, en fait.
Et donc de ce travail, on a dégagé 4 axes structurants de la stratégie, et que les actions portées par la communauté d'agglomération et les tourisme concernent au moins 2 axes. Un axe 1, c'est contribuer au dynamisme économique des villages et des producteurs locaux. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment un travail en direction des communes, notamment des communes rurales. Un axe 2, c'est d'améliorer les mobilités et l'accessibilité de l'offre. Et un axe 3, accompagner les professionnels, donc dans la promotion, la formation et la montée en gamme des services. Et un axe 4, c'est de faire ensemble un tourisme responsable, expérientiel et respectueux. Ce que je disais tout à l'heure, c'est de gérer ces flux touristiques sur notre territoire et de préserver aussi notre territoire. On veut le développer, faire venir le tourisme, mais il faut aussi qu'on le préserve. Et donc de ces axes, on décliné en plan d'action en 6 chapitres. C'est un soutien au développement économique local. Alors je fais un petit focus là, sur le logement des saisonniers, parce qu'on s'est dit que c'était vraiment un point important et qu'on voulait en faire un marqueur social de notre mandat, de travailler ce sujet-là. Les mobilités internes et accessibilité, l'écotourisme et l'itinérance, le tourisme de patrimoine et de mémoire, la formation et la mise en réseau des professionnels et communication, promotion, prospection. Alors ces 6 chapitres, dans le document qui va vous être envoyé, vous allez voir la déclinaison, parce que ça représente 31 actions qu'on a identifiées. Alors, pour mener aussi à bien ce travail, on a fait évoluer la gouvernance, on a déjà eu l'occasion de le dire aussi sur le sujet en termes de ressources, avec un pôle tourisme complètement organisé au sein de l'EPIC, consacré à l'aménagement, au développement, à l'accueil. Je prends mon document parce que j'ai un peu mal. Et la gestion de la taxe de séjour. Et puis quelque chose dans la gouvernance qu'on a commencé aussi à travailler qui est très important, c'est qu'on ne peut pas travailler au développement touristique si on n'est pas en interface avec les autres thématiques de notre collectivité. Que ce soit l'économie, l'aménagement, la culture, le patrimoine, les mobilités, l'environnement, les déchets, la communication, etc. Il faut vraiment qu'on travaille en interface avec les autres thématiques, les autres directions thématiques de la collectivité, parce que le tourisme, finalement, c'est très transversal comme sujet. Et puis, bien sûr, c'est toutes les coopérations qu'on peut mener avec les communes, bien évidemment, au premier chef, avec l'EPIC national du Mont-Saint-Michel, qui est quand même un acteur important de notre territoire, les offices de tourisme des territoires voisins, c'est-à-dire, on parle de Grandville, on a parlé de Grandville tout à l'heure, dans l'Iter-et-Mer ou l'Île-Dieu, mais c'est aussi la Bretagne. Et on a commencé vraiment à bosser de manière très intéressante avec nos voisins bretons, du côté de Saint-Malo, du côté de Fougères, et puis le parc Normandie-Maine, bien sûr un acteur important. Et puis là aussi les échanges avec les autres collectivités, parce que le tourisme c'est aussi l'interface avec les départements, avec la région et le PETR. Et notamment, on a eu une réunion très intéressante au PETR sur le travail sur le SCOT. Parce qu'on ne peut pas développer une stratégie touristique si on n'est pas en phase avec le SCOT. Il y a le temps qui va me contredire sur le sujet. Donc, ce travail-là, bon, aujourd'hui c'est une présentation très synthétique, mais vous allez prendre connaissance tranquillement du document. Et le 6 juillet prochain, on fait un petit séminaire un petit peu pour boucler la boucle avec les élus de la commission de tourisme et des comités directeurs, donc les socio-professionnels, pour, je dirais, un peu finaliser, enrichir un petit peu le plan d'action. Et élément très important, c'est qu'après l'été, avec Hervé Bergeon, directeur du tourisme, on ira tous les deux dans chaque pôle territorial pour présenter, revenir sur ce plan d'action et échanger avec vous, en fait, pour voir aussi. C'est un temps d'échange pour que la déclinaison à l'échelle de chaque secteur en fait, de notre territoire communautaire. Et autre chose importante, c'est qu'en octobre, et ça on fera ça tous les ans aussi, c'est qu'on fera une réunion avec les socio-professionnels, en fait, notamment, en s'appuyant aussi sur le bilan touristique de la saison estivale, et de façon à aussi réajuster nos actions. En fait. Donc on aura un rendez-vous comme ça annuel sur le sujet. Donc voilà, de manière très synthétique, hein, très rapide, mais je trouve ça important que vous ayez déjà cette connaissance du sujet. Puis on est le 1er juillet aujourd'hui, donc on est au démarrage des vacances, donc c'est symboliquement assez important aussi. Voilà. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de revenir à la délibération proprement dit, parce que c'est une délibération qui s'inscrit aussi dans toute cette stratégie en fait. Et notamment cette volonté affirmée déjà de confier
tout le volet opérationnel tourisme à l'EPIC Office du tourisme. Et donc, ce qui implique de modifier les statuts. Donc, à l'article 2 des statuts de l'EPIC, donc c'est une nouvelle mission qui concerne notamment la programmation et le suivi des travaux d'aménagement, de maintenance et d'entretien et de gestion des sites équipements touristiques communautaires, mais la communauté d'agglomération restant maître d'ouvrage. On confie l'opérationnel à l'EPIC Office du tourisme, mais la communauté d'agglomération reste le donneur d'ordre, en fait. Ça, c'est très très important. L'établissement de convention avec les communes du territoire de l'agglomération, le département et toute autre collectivité s'agissant des aménagements, de la maintenance et de l'entretien des itinéraires de randonnée et d'intérêt communautaire. L'accueil et l'accompagnement des porteurs de projets d'investissement dans le domaine touristique et la coordination des opérations de perception de la taxe de séjour applicable sur l'ensemble du territoire communautaire. Donc, afin de permettre, par exemple, le pilotage des projets d'itinérance touristique associant des territoires contigus et la sollicitation des concours et subventions portés par un seul interlocuteur, il est par ailleurs proposé d'indiquer à cet article que l'établissement public Office de tourisme Mont-Saint-Michel-Normandie est autorisé à se porter maître d'ouvrage. On peut avancer la diapo. Merci. À se porter maître d'ouvrage sur des projets de développement touristique dépassant le périmètre du territoire communautaire. Et à titre d'exemple, on travaille avec les collègues de l'Orne ou du Calvados sur un projet VTP, par exemple. Et on peut très bien se porter maître d'ouvrage, nous, ou les collègues maître d'ouvrage sur un sujet. On a la même chose avec Fougère. Alors, par ailleurs, cette révision statutaire est également l'occasion d'actualiser la nature des points de contact entre l'Office des touristes communautaires et les publics touristiques dont les comportements d'accès à l'information connaissent de profondes mutations. Je fais une petite parenthèse, c'est que sur le sujet, c'est qu'on constate vraiment, alors c'est flagrant, que les touristes, vraiment, ils préparent leur séjour par le biais du numérique. Ça, c'est de plus en plus évident. Et à titre d'exemple, puisque l'EPIC Office du tourisme commercialise des offres de séjour sur notre territoire, et à titre d'exemple, au 30 juin 2021, donc hier, on a fait un bilan intermédiaire des offres de séjour. On a un chiffre d'affaires de 90 000 € réalisé en 6 mois. Et en 2020, on était à 60 000 € sur 12 mois. Pour vous dire à quel point cette pratique évolue de manière très conséquente. Et enfin, donc, il est proposé à l'article 4 des statuts de mettre à jour la liste des 6 bureaux d'information touristique ouverts en complément du siège social de l'EPIC à Armange, ainsi que la possibilité donnée à l'EPIC d'implanter des relais locaux saisonniers dénommés points d'information touristique en accord avec la communauté d'agglomération et ou les communes du territoire communautaire en vertu de conventions et accords antérieurs, là où il y avait des bureaux d'information touristique précédemment, à la création de l'EPIC, ou dans le cadre de conventions nouvelles. Et puis par ailleurs, donc, la rédaction de l'article 10 a révélé une formulation portant à conclusion de proposer de revoir la rédaction de la manière suivante, c'est que le comité de direction élit parmi ses membres un bureau, et le bureau est composé de 9 membres, dont une majorité provient du collège des élus communautaires. C'est-à-dire qu'on a un comité directeur qui est composé de 19 élus titulaires et 19 suppléants, et 18 socioprofessionnels titulaires, 18 socioprofessionnels suppléants, mais de ce comité directeur a donc élu un bureau de ces 9 membres. Il est important aussi qu'on garde aussi ce rapport entre élus et socioprofessionnels avec quand même une petite majorité aux élus. Et ce qui est le cas dans le bureau aujourd'hui, mais ce n'était pas précisé dans le statut de l'EPIC. Donc il y a le président de l'EPIC qui préside de droit, et 2 vice-présidents de l'EPIC qui siègent de droit. Donc 2 vice-présidents, il y a un élu et un socioprofessionnel, et puis 6 membres élus par le comité de direction. Et les membres du bureau siègent pour la durée de leur mandat au comité de direction, et le bureau se réunit assez régulièrement, et on travaille beaucoup. Les modifications statutaires ont été approuvées par le comité de direction de l'EPIC le 3 juin 2021, ainsi que par la commission de tourisme du 17 juin 2021, qui a donné un avis favorable à l'unanimité sur ces propositions. Et par ailleurs, il est proposé de mettre à jour la liste des membres siégeant au comité de direction de l'EPIC Office de tourisme. Alors là, on a déjà évoqué le décès malheureux de notre collègue Guy Polfier, et donc il est proposé que Bernard Lair, son successeur à Méric Courtil, intègre assez logiquement le comité directeur, je crois qu'il en était tout à fait d'accord. Et puis on a également une modification au titre des socioprofessionnels représentant les sites majeurs des visites de loisirs. Alors, il s'agit aussi du CNN, des monuments nationaux, de remplacer M. Arnaud Noblet par Mme Arlène
Bernard. Donc voilà, c'était un petit peu synthétique et rapide. Je ne sais pas si vous avez des questions, des observations, des remarques particulières. Sinon, je vous propose bien de passer au vote. Bien, écoutez, allons-y. Quelques votes, il reste celui de Gérard Danico, Philippe Legoine, Jacques Lucas, et Rabastani. Et voilà, écoutez, 114 votes sont favorables, nous avons 3 abstentions. Merci. Je voudrais juste remercier toute l'équipe des agents de l'Office du tourisme de l'équipe qui font un travail remarquable et qui sont très engagés dans le sujet, et puis à la tête de Hervé Viergeon, que vous connaissez quand même presque tous maintenant, qui mène son équipe avec enthousiasme et motivation. Et je me joins à des propos pour remercier l'équipe de l'Office de tourisme de l'IPIC et en premier lieu Hervé. Bien, écoutez, je vous propose de passer au point suivant. Donc c'est le point 6, c'est un point économie qui revient à Angélique Ferreira. Alors, donc, il s'agit d'une aide à l'immobilier d'entreprise. C'est une délégation au département de la Manche pour le projet de la SAS Carrosserie Le Dos. Alors, en fait, on a déjà eu régulièrement ce genre de demande de délégation, en fait. Je réexplique un petit peu. Donc, la loi NOTRe a apporté des modifications à l'article L 15-11-3 du Code général des collectivités territoriales. Si toutes les collectivités contribuent au développement économique du territoire par la complémentarité des politiques d'équipement et d'attractivité, la région est seule compétente pour les aides directes aux entreprises et les EPCI pour les aides à l'immobilier. Les EPCI à fiscalité propre sont donc les seuls compétents pour définir les aides et décider de l'octroi des aides en matière d'investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou d'immeubles en vue de la création ou du développement d'activités économiques. Cependant, dans le cadre du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, les 5 départements normands, dans un souci d'équité et dans le respect de la compétence confiée aux EPCI, sont disposés à exercer par délégation des opérations d'aide à l'immobilier d'entreprise. Nous, ce qui nous concerne, le département de la Manche a pris une délibération le 8 décembre 2016 pour proposer aux collectivités le portage par délégation de la politique publique d'aide à l'immobilier. Cette délégation peut être totale ou partielle, elle peut être convenue globalement ou ponctuellement sur un projet porté par une entreprise. Dans le cadre de son projet d'implantation sur la zone artisanale de l'estuaire Appoyé, la société Carrosserie Le Dos, spécialisée dans la fabrication de carrosseries et remorques, sollicite la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie pour bénéficier d'une aide à l'immobilier. L'entreprise, alors, ce qui serait bien, c'est que vous montriez le plan. Si vous avez, voilà, on va directement passer sur le plan et je vous explique. Donc l'entreprise prévoit un programme d'investissement d'une enveloppe totale de 1 050 000 € hors taxe, qui comprend la construction d'un bâtiment d'une surface d'environ 1100 m², composé de bureaux, de plusieurs ateliers, d'un coût de 700 000 € et l'acquisition de matériel pour un montant de 350 000 € hors taxe. Pour accompagner son développement, l'entreprise prévoit aussi la création de 5 emplois en CDI dans les 2 prochaines années. Il est proposé de déléguer au département de la Manche la compétence d'octroi d'aide à l'immobilier pour le projet d'extension et de fixer les conditions d'intervention suivantes. Alors, je vous réexplique un petit peu les conditions. Donc, les bénéficiaires, ce sont les TPE, PME, ETI. Les SCI sont exclus du dispositif, sauf si elles sont détenues en majorité par la société exploitante du bien immobilier. Les activités des bénéficiaires, c'est l'industrie, le service à l'industrie, commerce de gros et artisanat de production. Et les projets éligibles, ce sont des extensions, des constructions neuves et réhabilitation de friches
dont le montant doit être au minimum de 100 000 € pour les TPE et PME et 1 500 000 € pour les ETI. Les dépenses éligibles, ce sont l'ensemble des frais liés à une opération de construction ou d'extension d'un bâtiment, hors achat de terrain et aménagement extérieur. Pour la réhabilitation de Fraîche, le montant des travaux doit représenter au moins 50% de l'investissement total. Forme de l'aide, ce sera une avance remboursable de type prêt à taux zéro, remboursement différé de 12 mois, et l'entreprise dispose de 10 ans pour rembourser la somme. Et le montant de l'aide, il est de 25% de l'investissement dans la limite de 500 000 €. De plus, il dispose d'un bonus d'aide à l'immobilier si le projet s'accompagne d'une création d'au moins 5 emplois en CDI, supérieur ou égal à 0,80 ETP, sur une période de 24 mois et qui est calculée sur la base de 5 000 € par emploi créé et limité à 100 000 € au total. Ce qui sera le cas aussi de cette entreprise, en plus. L'aide sera accordée dans la limite des plafonds européens et la date de début de programme correspondra à celle du courrier de sollicitation de l'entreprise, c'est-à-dire le 25 mai 2021. À compter de cette date, les dépenses engagées par l'entreprise pourront être intégrées aux dépenses éligibles. L'octroi final de l'aide à l'entreprise interviendra par décision de l'Assemblée délibérante du département au terme de l'instruction d'un dossier complet. Donc en fait, on va vous demander ce soir d'accepter la délégation de la compétence d'octroi à l'aide à l'immobilier au département de la Manche pour ce projet de la SAS Carrosserie Le Do, et ensuite d'autoriser le président à signer la convention. Et il y a eu un avis favorable au niveau de la commission économique pour cette demande. Est-ce que vous avez des questions? Pas de main soulevée. Si, Hervé. Ah, pardon, regardez. Oui, Hervé Lenné, à Manche, bien entendu, je voterai favorablement à cette proposition de sa difficulté. Je note quand même, moi, je suis un petit peu gêné, le bonus supplémentaire, si le projet s'accompagne d'une création d'au moins 5 emplois en CDI sur une période de 24 mois. Par bonheur, c'est précisément l'engagement que prend l'entreprise. Donc, est-ce que quelque part... Alors, ces bonus ne viennent que lorsqu'il y a effectivement une création d'emploi, ça ne vient pas avant. Oui, mais c'est un engagement de création. Pardon? C'est un engagement de création d'emploi. Non, mais alors, ils s'engagent aujourd'hui à dire qu'ils vont faire, mais ils n'ont pas ces bonus-là. Le bonus ne sera que lorsque l'emploi sera signé. Lorsque les créations d'emploi sont signées. Ah, bah, parfait. C'est toujours comme ça, ça se passe. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Une entreprise qui produisait alors? C'est Jean Vital, Lamar, on va t'apporter. Alors, est-ce que l'entreprise qui puisse être bien ça? Oui, elle va sur la zone de Martina. Ça reste dans la... Ça reste sur notre agglomération. Ça reste proche. D'autres questions? Avant que nous passions au vote. C'est bon pour tous? Voilà donc l'unanimité pour ce point. Je cède la parole à Gaëtan Lambert, donc un plan d'urbanisme qui concerne le droit de prévention urbain sur le territoire à Franche-Saint-Michel. Merci Monsieur le Président. Effectivement, nous devons reprendre une délibération concernant cet exercice du DPU, du droit de prévention urbain sur le territoire à Branche-Mont-Saint-Michel. Vous l'avez compris, ça fait suite au jugement qui a annulé complètement ce PLUI sur ce même territoire. Je ne reviens pas sur les dates qui sont rappelées dans
texte. Je rappelle juste que depuis le 10 juin 2021 inclus, les documents antérieurs ou le règlement national d'urbanisme entrent immédiatement en vigueur et les autorisations d'urbanisme en cours d'instruction doivent être délivrées sur leur fondement. Rappelez aussi que sur les 54 communes ou communes déléguées du territoire, 19 disposent d'un PLU, 6 d'un plan d'occupation des sols, 12 d'une carte communale et 17 sont soumises au règlement national d'urbanisme. Il y a un cas particulier dans cette situation, c'est le cas particulier des plans d'occupation des sols, puisqu'effectivement, il y a un retour à ces documents d'urbanisme pour 24 mois maximum. On rappelle l'article L174-6 du Code de l'urbanisme. Donc ces plans d'occupation des sols reprennent vie, si je peux dire, à partir du 10 juin 2021. Et en fait, le régime DPU qui sont greffés sur ces documents d'urbanisme seront valables en même temps que ces documents vont rester, ça veut dire 2 ans à partir du 10 juin 2021. Donc du 10 juin 2021 au 10 juin 2023, on peut exercer le DPU sur les communes de Beauvoir, Courty, Bucé, Marseille-les-Greffes, Pouillet et Saint-Jean-de-Laèze. Sur les communes qui sont au PLU, vous n'avez pas de date limite validité, sauf quand il y aura un nouveau document d'urbanisme type PLUI. Pour les communes au RNU, Règlement national d'urbanisme, il n'y a plus l'exercice du DPU. Je vais vous lire, en passant les considérants, la délibération. Il est proposé au Conseil de communauté d'instituer le droit de préemption urbain sur les périmètres ci-après, sur les zones U et AU des plans locaux d'urbanisme, sur les zones U et NA des plans d'occupation des sols, pour une durée de 24 mois maximum, à compter de l'annulation de la délibération d'approbation du PLUI du territoire à Franche-Mont-Saint-Michel. De permettre la délégation de l'exercice du droit de préemption à une commune membre selon les modalités suivantes. Que la volonté de la commune de préempter soit transmise à la communauté d'agglomération à l'occasion de la transmission de la DIR. Que la communauté d'agglomération renonce elle-même à l'exercice de son droit de préemption. De fixer le délai de transmission des déclarations d'intention d'aliéner à la communauté d'agglomération à 15 jours à compter de leur réception en mairie. La présente délibération prendra effet lorsque les mesures de publicité prescrites par l'article R211-2 du Code de l'urbanisme auront été effectuées, soit un affichage au siège de la communauté d'agglomération de chaque commune concernée durant 1 mois et une insertion dans 2 journaux diffusés dans le département. Un registre dans lequel seront inscrites toutes les acquisitions réalisées par exercice ou par délégation du droit de préemption sera ouvert par la communauté d'agglomération et sera consultable à toute personne qui le demande ou en obtenir un extrait conformément à l'article L213-13 du Code de l'urbanisme. Le périmètre d'application du droit de préemption urbain sera annexé au document d'urbanisme conformément à l'article R123-13-4 du Code de l'urbanisme. Et conformément à l'article R211-3 du Code de l'urbanisme, copie de la présente délibération sera adressée sans délai au directeur départemental des finances publiques, au Conseil supérieur du notariat, à la Chambre départementale des notaires, au barreau constitué près du tribunal judiciaire, au greffe du tribunal judiciaire. J'écoute vos questions, vos observations, s'il y en a. Qui souhaite prendre la parole? Alors, André, on t'apporte un micro. J'espère, mais les gens qui ont un poste n'apparaissent pas tous dans le tableau, je vais expliquer. Oui, et une explication à ça, c'est que les postes sont caducs à partir du 1er janvier 2021, avec le Covid, ça a été repoussé d'un an, 2020. C'est 2020 ou 2021 21, ça a été repoussé d'un an avec le Covid. Donc en fait, il y a uniquement des communes en poste, c'est celles qui ont vu leur PLUI annulé. Parce que le Code de l'urbanisme permet ou donne le retour antérieur au document d'urbanisme, c'est un retour immédiat, et donc du coup, les plans d'occupation des sols sont réactivés pour une période de 2 ans. C'est les seules conditions pour lesquelles certaines communes sont en poste actuellement. Pour les autres communes, elles sont passées de poste à RNU.
droit d'auteur. Donc là, je demande. Alors, si vous étiez en poste l'année dernière, vous êtes aujourd'hui au RNU. Moi, j'ai une question. Là. Oui, alors, David, c'est une remarque judicieuse, on parle bien de la branche de Saint-Michel. Sur la commune de Charbon, on a est constructible avec l'abolition du PUI. Il n'était pas constructible parce qu'il est dépassé 1000 m². C'est qu'a dit le préfet. Si les parcelles faisaient moins de 1000, ça aurait été accepté. Là, on revient à la carte communale, donc les parcelles doivent être constructibles, même s'ils font plus de 1000 m². Alors, c'est une question très technique. Je ne suis pas sûr de ma réponse sur l'ensemble de cette question. Pour moi, c'est un problème de densité et je vous alerte dans le fait que la carte communale doit respecter la densité du SCOT et donc dépasser 1000 m² aujourd'hui, ça ne me paraît pas possible. En tout cas, je vous le déconseille fortement. Normalement, la densité sur vos communes varie, à part l'hypercentre d'Avranches, varie entre 10 et 15 logements hectares. Et la moyenne est fixée plutôt à 15 logements hectares, ce qui fait 700 m² environ. Donc je vous déconseille fortement de proposer des aménagements avec des parcelles supérieures à 1000 m², quel que soit le document d'urbanisme. Mais normalement, en carte communale, on revient au règlement. C'est un règlement qui a été approuvé par le préfet antérieurement. Normalement, s'il annule un règlement, il doit revenir à l'autre. L'autre doit être valable.